Salut les Under, nouvel épisode. Si vous avez vu l'épisode précédent, on continue, on fabrique un jeu vidéo ensemble, vous suivez tout pas à pas, étape par étape. Aujourd'hui on va voir le contenu, donc on va parler de la 3D, on va parler des personnages, des caractères, des props, comment les acheter, les faire fabriquer ou pas, le budget. On va voir également la partie mentale, parce qu'il y a plein d'aspects mentaux quand on crée un jeu vidéo seul dans lequel il faut se mettre pour pouvoir justement surmonter tous les obstacles. On va parler du narratif, parce que le narratif a une place très importante dans le jeu vidéo et que dans le projet qu'on a décidé de faire ensemble, FPS, horreur, narratif, en fait, va falloir qu'on trouve des solutions pour combler en fait ces métiers qu'on n'a pas puisqu'on est tout seul et qu'on est en place. Et puis on finira par faire un petit point sur l'avancée du projet. C'est parti. Alors c'est sûr qu'à partir de maintenant, à partir de cet épisode, tout ce qu'on va faire va commencer à être fun. C'est-à-dire qu'autant tous les épisodes d'avant étaient concentrés sur beaucoup de théories, beaucoup de process, beaucoup de réflexions, beaucoup de choses, de questions à se poser, etc. Donc c'est toujours moins marrant que la phase dans laquelle on va commencer à rentrer maintenant, mais j'insiste bien sur le fait que tous les épisodes d'avant qui posent toutes les bases de la théorie, de la logique, des questions qu'il faut se poser avant de se lancer, est tout aussi importante, voire même plus importante. Donc oui, on va commencer à vraiment s'amuser, on va commencer vraiment à travailler sur le jeu, je dirais en lui-même. Alors, point important, oui, on a choisi, et j'ai choisi dans les vidéos d'avant, de partir sur un FPS narratif d'horreur avec 4 ou 5 niveaux d'environnement différents, une durée à peu près de 2 heures de jeu qu'on va fixer. On s'est fixé 3 mois pour réaliser intégralement la production de ce jeu. Une fois qu'on aura fini ces épisodes sur la pré-production, parce que là nous sommes dans ce qu'on appelle la pré-production du projet, on basculera, je dirais, sur le rush de production pour essayer dans 3 mois d'avoir un exécutable complet. Donc ça ne veut pas forcément dire que je lancerai le jeu directement dans 3 mois, parce qu'il faut toujours fonctionner comme ça, il faut toujours se dire, je fais un truc, je le finis, et quand il sera fini, à ce moment-là, j'aurai 2 choix possibles. Soit de dire, il est parfait, c'est super, c'est un petit objet sympa, je le lance, et je le release, et je le mets sur Steam, et je le mets à disposition des joueurs. Soit on pourra se dire, qu'est-ce que je peux en faire? Et là, il y aura plusieurs chemins, mais on le fera ensemble, on prendra les décisions ensemble, on fera le choix ensemble, avec la communauté. Donc vous verrez toute la progression. Bien sûr, comme d'habitude, j'accompagne toute la fabrication du jeu vidéo par des explications. Le but, c'est de faire un espèce de, on va dire, hybride tuto démonstration, parce que moi, souvent, quand beaucoup de gens m'expliquaient avant, ou en tout cas quand j'étais pas dans le domaine du jeu vidéo, quand je tombais sur des gens qui me disaient faut faire comme ça, ou des gens qui me disaient non mais tu devrais faire comme ça, en fait ces gens, ils avaient rien à me montrer qu'ils avaient fait de leur propre main. Donc moi j'ai décidé de faire l'inverse dans cette série de vidéos, c'est-à-dire en même temps de l'expliquer, de donner des conseils, sans jamais rentrer dans l'ultra technique, parce qu'en fait selon le projet que vous allez avoir, il va y avoir plein de choses différentes, mais de vraiment aussi montrer jusqu'au bout la création complète d'un jeu avec toutes les questions qu'il faut se poser en bonne et due forme quand on est tout seul, parce que j'insiste là-dessus, tous les systèmes de production, tous les systèmes, les process que je peux montrer dans ces vidéos sont des process à moi ou à commun à d'autres créateurs de jeux vidéo seuls. Il y en a plein d'autres possibles, mais c'est pour bien montrer que la manière de fabriquer un jeu seul ou en toute petite équipe, à 2, à 3, en fait est une approche différente. Et que souvent, tous les codes qu'on peut trouver sur le web, tous les codes qu'on peut trouver dans la communication des gros studios, des grosses machines, en fait ne conviennent pas à un petit développeur ou à un solo créateur de jeux vidéo. Alors donc, allons-y. Dans l'épisode précédent, j'ai fait le choix de partir donc sur ce fameux FPS un peu narratif d'horreur avec 4 ou 5 environnements. J'ai évoqué que je voulais mettre plusieurs caractères, qu'on puisse éventuellement switcher un petit peu de caractères. C'est pour ça que j'avais fait en let's play du jeudi une redécouverte un petit peu d'obscur, utiliser un petit peu des mécaniques communes, donc pour me donner des idées, pour faire un petit peu bouillonner tout ça. Donc on a posé tout ça et on a dit on laisse tout ça dans le bouillon et on laisse le bouillon faire et petit à petit on va voir ce que ça peut donner. Aujourd'hui on va se concentrer donc sur la partie asset, donc tout le contenu à l'intérieur du jeu. Donc on sait déjà qu'il va nous falloir plusieurs personnages, il va nous falloir des environnements, donc on avait parlé par exemple d'une station-service, d'un collège, d'un lycée, donc on va regarder aujourd'hui comment aller chercher ça, comment fabriquer ça, le budget associé. On verra aussi les props, donc tous les petits objets, comment faire, par où partir et se mettre en place. Mais je redis encore une fois le principe important qui est peut-être déroutant. J'ai eu quelques commentaires qui m'ont
qui m'ont dit ça, hein, positif bien sûr, mais et d'autres messages aussi par mail, etc. Que c'est vrai que le processus de la game jam inversé que j'évoquais la dernière fois, donc c'est le processus qui consiste à dire dans l'industrie de jeux vidéo, dans les studios classiques, on construit d'abord un gros game design document avec tout ce qu'il va y avoir dans le jeu, dans les features, et ensuite on fait tout fabriquer. Et bien souvent le solo créateur il va avoir un chemin inversé. Donc en fait il voit ça comme une game jam mais sur du long terme. Donc c'est exactement ce qu'on est en train de faire là, c'est de se dire qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que je vais pouvoir avoir pour faire le jeu, et une fois que je saurai exactement ce que j'ai, une fois que je saurai exactement quelles sont mes contraintes en fait, hein, parce qu'on parle là en fait de contraintes budgétaires, de contraintes de ressources, en fait on va pouvoir dire avec ça qu'est-ce que je fais. Donc c'est vraiment voir les choses comme un exercice scolaire. Alors bien sûr aussi dans le jeu que je suis en train de faire avec vous, en fait on a choisi un axe 3D, un peu réaliste, etc. Tout ce que je vais dire là est en relation donc avec des assets et avec la partie contenu 3D. Mais même si j'évoque que de la 3D, en fait tout ce que je vais dire d'un point de vue purement théorique est exactement la même chose d'un point de vue 2D. Donc si vous êtes sur un projet de type 2D ou autre, en fait toute la partie théorique de ce qu'on va évoquer aujourd'hui est aussi vraie. Donc la première chose qu'on va voir, c'est qu'est-ce que c'est la 3D dans un jeu vidéo. Donc la 3D dans un jeu vidéo, on sait tous, c'est les personnages, c'est les animaux, c'est les véhicules, c'est les objets, c'est les niveaux complets, donc ça va être des environnements, des maisons, des quartiers, des usines, etc., etc. Donc cette 3D, il faut bien comprendre une chose. Dans les épisodes précédents, j'évoquais le fait qu'on doit être totalement conscient de ses skills, donc de ce qu'on a comme compétences, mais le plus important, c'est pas ça, le plus important, c'est d'être conscient de ce que nous n'avons pas en termes de compétences. Et la 3D est une compétence qui est ultra sous-évaluée par les solo créateurs. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça veut dire être un bon artiste 3D? Et en fait, c'est pas simplement faire des belles choses. Ça, c'est qu'une petite partie de l'équation. Et vous allez voir qu'un artiste 3D dans le jeu vidéo, en fait, il a tellement un éventail de choses à faire, techniques également, mais aussi de conception, de construction, que très vite, on s'aperçoit que c'est un véritable métier, et que si vous êtes sur le créateur et que c'est votre compétence, que c'est votre skill, c'est là-dessus que vous allez pouvoir vraiment appuyer pour faire de votre jeu quelque chose d'unique. Mais si vous ne les avez pas, vous allez faire ce que j'évoquais la dernière fois, c'est-à-dire que le but c'est d'avoir une connaissance minimale de la 3D pour pouvoir bidouiller un peu à l'intérieur de celle-ci, mais vous vous rendrez très vite compte que faire de la 3D intégrale, c'est-à-dire fabriquer par exemple un personnage, en fait ça s'arrête pas là, parce qu'il faut fabriquer le personnage, il faut fabriquer tout son squelette, toutes les articulations pour qu'il puisse être animé, il faut faire tout, c'est ce qu'on appelle le rigging, il faut faire tout le skinning. Donc qu'est-ce que c'est le skinning? C'est que quand vous allez déplacer le bras comme ça, il va y avoir des déformations de la peau, etc. Donc tout ça c'est paramétré par la 10 3D. Vous allez avoir par exemple les blend shapes. Donc les blend shapes, c'est ce qui va vous permettre de dire, tiens, si je modifie cette value, le personnage va sourire, ou si je modifie cette value, le personnage va fermer les yeux, ou il va lever un petit peu le côté de la joue, etc. Donc tout ça, c'est un ensemble de mécanismes, je dirais, très très complexes. Donc attention, la 3D, même si on se dit ouais, moi je connais un peu la 3D, je joue Blender et je fais des trucs. Non, si vous voulez faire de la 3D vraiment forte, qui soit vraiment compatible avec le Game Ready, donc le fait que vous puissiez l'utiliser vous en tant que solo développeur, solo créateur directement dans le jeu, c'est une toute autre histoire. Donc comment on va faire? En fait, on va déjà se dire et on va essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est un personnage qu'on va pouvoir ou demander à faire fabriquer éventuellement, ou acheter. Ok, donc moi, et je vous expliquerai après pourquoi, j'utilise la plateforme ActorCore qui fait partie de Real Illusion, qui ont un très gros logiciel Character Creator 3, des systèmes d'animation aussi, qui sont pas forcément ultra publicités par les professionnels, mais pour les amateurs et les créateurs seuls, ils sont souvent mis en place. Donc il y a plein d'autres boutiques, on va y revenir après, juste après, mais moi pour le projet qui nous intéresse, notre projet commun, je choisis ActorCore, puisque ici vous avez des personnages, donc on va prendre par exemple celui-ci, voilà, qui sont complètement techniquement ready pour être utilisés à l'intérieur du jeu, et je vais vous expliquer après, juste après pourquoi, et qui ont toutes les caractéristiques techniques, d'optimisation, etc. On s'aperçoit qu'elle cligne des yeux, qu'elle a des blend shapes, je vais réexpliquer juste après, mais c'est typiquement un type de caractère. À savoir, c'est qu'un caractère comme ça coûte $30. Donc,
$30 par caractère. Nous, on a décidé de faire un teen horror movie game, si je puis dire. Donc forcément, on va, $30, s'accorder un budget à peu près de $300. Donc on va à peu près miser sur une dizaine de personnages. Donc eux, si vous regardez bien, ils ont un catalogue très très conséquent. Vous pouvez avoir une sélection par le sexe, les enfants, le business, le casual, le sportwear, le worker, le médical, etc. Donc par exemple, si je prends military et police, ça va nous intéresser d'avoir un policier ou une policière. Donc on va par exemple prendre lui. Voilà. Donc un personnage comme ça, il va être situé à $30. Bien évidemment, là vous allez pouvoir essayer, donc on peut essayer à l'intérieur de la section d'achat de mettre des animations différentes. Donc ici je vais lui faire par exemple parler. Voilà, donc là on peut voir qu'elle est prête, en tout cas game ready, ce personnage. Pour $30 c'est très peu cher en réalité, hein, parce que si vous deviez faire fabriquer un personnage comme ça par quelqu'un, ça prendrait beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'argent. On n'a pas les moyens, on est en solo créateur, donc forcément, on va se diriger vers ce type de personnage. Alors, tombez pas non plus dans le piège. Ici, je peux choisir des éclairages différents dans la preview, mais en fait, le rendu qu'on a sur le store, ou souvent sur les stores, en règle générale, des caractères, en fait, vous allez pouvoir complètement le modifier dans le moteur et quand vous l'aurez utilisé, puisque à la fois sur par exemple la peau, on va pouvoir utiliser des shaders différents pour faire une peau un peu mieux, l'éclairage de la scène, les ombres, l'utilisation de tous les outils du moteur vont nous permettre d'améliorer le rendu et que ce personnage soit beaucoup plus beau, en tout cas dans notre scène. Donc nous, ce qui va nous intéresser, donc, ça va être d'aller chercher un peu des personnages qui vont aller dans le côté horreur. Donc voilà, par exemple, là on va prendre un exemple. Je suis pas certain, je suis pas sûr que ce soit ces personnages-là que je choisisse, mais c'est pour vous montrer un petit peu le déroulé. Voilà, donc là on a un personnage, bon alors pareil, il est un peu trop enfant, hein, donc on va changer, aller dans le sportwear, voilà par exemple. Voilà, mais si par exemple on voulait un personnage pour notre teen horror qui soit un peu le sportif, hein, un peu la caricature, ça on va aller le chercher. Voilà. Et un personnage comme ça peut très bien convenir, hein, pour rentrer dans le cadre du teen horror movie. Donc pour notre projet, ils sont parfaitement ready d'un point de vue technique, d'un point de vue game ready. Donc je vais m'accorder un budget de 10 personnages, donc ça fait un total de $300, je dirais, sur ce store. Et je les sélectionnerai pour les prochaines vidéos. J'en sélectionnerai 10 qui rentrent dans l'état d'esprit du teen horror movie. Alors pour acheter, il existe aujourd'hui une multitude de stores. Donc vous avez pour Unity l'Asset Store, mais vous avez aussi Fab, la plateforme marketplace d'Unreal, qui aujourd'hui en plus prend du Unity, prend de tous les mécanismes. Vous allez avoir Turbo Squid, CG Trader, excusez-moi. Donc il y a plein de boutiques en ligne sur lesquelles vous allez trouver un nombre incommensurable, je dirais, de possibilités d'achat, que ce soit en termes de caractères, de niveau, d'assets, de props. Donc tout ça, c'est une jungle. Donc il faut tout de suite se dire qu'est-ce que j'ai besoin techniquement? Parce que ce qui m'intéresse là aujourd'hui, c'est l'aspect technique. Qu'est-ce qui va faire que je vais acheter un personnage, par exemple, ou que je vais faire fabriquer un personnage, et que ce personnage, en fait, il va être facile à utiliser, et qu'en fait, je vais pouvoir utiliser tous les outils que, par exemple, mon moteur me propose pour pouvoir exploiter en fait ce personnage. Ça, on va simplement résumer ça en quelques petites parties. La première, c'est votre personnage doit être riggé. Donc en fait, votre personnage doit avoir un squelette, ok, avec des os, des bones, voilà, qui soit compatible avec le moteur que vous utilisez. Donc sur Unity, ça va être l'Humanoid Skeleton, ils appellent ça. Sur Unreal, ça va être l'Unreal Skeleton, je crois, etc. Mais en fait, chaque moteur, chaque outil que vous utilisez va être capable de vous apporter tout un tas d'outils à une condition, c'est votre caractère soit compatible en termes d'articulation des os avec le moteur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut que votre personnage et le personnage que vous achetiez soient optimisés. Alors, c'est quoi l'optimisation? Vous avez tous entendu parler de polygones, vertex, des edges, etc., etc.
on simplifie tout ça, parce que le but c'est aussi de simplifier. Donc pour simplifier, en gros, le nombre de polygones, le nombre de facettes, etc., c'est la quantité de mèches en fait qui est utilisée pour le personnage et qui construit le personnage avec lequel il est fabriqué. Plus vous allez avoir un nombre élevé, plus votre carte graphique va demander des ressources et va utiliser beaucoup d'espace pour en fait rendre ce personnage. Donc en fait, si vous avez un personnage qui fait 2 millions de polygones, ben en fait, il sera plus compliqué et il prendra plus de temps et plus de ressources à votre carte graphique pour être rendu qu'un personnage qui va faire 30 000 polygones, 10 000 polygones, 5 000 polygones. Et ça, c'est une notion extrêmement importante. Donc, on ne va pas aujourd'hui définir un budget, parce qu'en fait, ça dépend des projets. Je vais vous donner un exemple très concret. Si vous avez un jeu qui se déroule dans une seule pièce, vous pouvez y avoir, je sais pas, 10 objets, en fait, vous allez pouvoir utiliser un nombre de polygones plus important, etc. Mais en gros, si vous tapez sur du 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 polygones, vous êtes approximativement dans une moyenne. Pourquoi viser tout de suite aussi cette optimisation? Tout simplement parce que, posez-vous la question, est-ce que votre jeu va pouvoir tourner sur toutes les machines de la planète? Non, aucun jeu peut vraiment tourner, ou quelques-uns sur toutes les machines de la planète. Mais si vous faites partie des jeux où n'importe quel utilisateur lambda, même qui a un petit ordinateur, un ordi de base, etc., peut faire tourner votre jeu, en fait, vous venez tout simplement d'ajouter des joueurs possibles. Okay, si vous prenez des très gros jeux qui demandent des machines surpuissantes pour exploiter tout leur potentiel, en fait, c'est déjà réfréné au nombre de joueurs. Et moi, j'ai jamais aimé ça, mais bon, ouais, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Je déteste que lorsque vous lancez un jeu et que vous êtes obligé de décimer tous les paramètres, de mettre tout en mauvaise qualité pour pouvoir le faire tourner. Donc ça, c'est une plaie, c'est quelque chose d'horrible. Donc, en tant que solo créateur, il faut tout de suite partir du principe que non, je vais essayer d'éviter ça, je vais pas faire le meilleur jeu le plus technique, explosif, abouti de tous les temps, parce que vous ne pourrez pas rivaliser avec les gros là-dessus, mais par contre, vous allez pouvoir vous dire l'inverse, c'est-à-dire de dire, tiens, moi je vais essayer de faire quand même un jeu cool, un jeu beau, mais un jeu optimisé qui tourne sur toutes les machines. Donc cette notion d'optimisation, elle est très importante. Ensuite, il y a les outils techniques. Donc, les outils techniques, il faut que votre personnage ait des blend shapes. Donc les blend shapes, c'est les fameux petits sliders, les fameuses petites values qui sont dans le fichier de votre personnage. Et en fait, quand vous allez pouvoir modifier ces values, vous allez modifier ce qui se passe sur le visage. Donc vous allez pouvoir faire sourire, vous allez pouvoir faire cligner des yeux, vous allez pouvoir lui faire des expressions faciales en combinant un petit peu ces mécaniques-là. Et quand votre personnage a ces blend shapes déjà disponibles, en fait, vous venez de gagner du temps et de vous faciliter la tâche énormément. Ça, c'est ultra important. Autre point intéressant, c'est les yeux. Les yeux doivent être vraiment des parties à part, donc elles doivent être gérées comme des os à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que si vous voulez pouvoir donner des petites impulsions d'œil, voilà, des regards, etc. à votre personnage de manière simple, avec les outils que les moteurs proposent, en fait, il faut que ses yeux soient autonomes dans le personnage. Donc, ça, c'est un des points aussi à prendre en compte et qui sont ultra intéressants, puisque quand vous avez tout ça, un personnage qui est rigué, un personnage qui est déjà prévu avec le skinning, un personnage qui possède des blend shapes, un personnage qui a des yeux qui sont autonomes, ok. Alors en fait, à ce moment-là, plein d'outils déjà disponibles dans votre moteur, dans les outils que vous utilisez, vont vous permettre d'animer, de faire bouger, d'avoir des interactions avec ce personnage de manière très simple. Pour ce qui concerne les environnements, donc on va dire les décors, intérieurs ou extérieurs, donc il y a toujours une dissociation entre intérieur et extérieur. Qui est là. Et il faut bien la prendre en compte parce que beaucoup d'assets que vous allez pouvoir éventuellement acheter ou faire fabriquer à ce niveau-là, souvent ne sont pas composés des deux en même temps. C'est-à-dire que souvent vous allez trouver des assets qui sont des assets intérieurs et souvent vous allez trouver des assets qui sont des assets extérieurs. Alors pour les niveaux et les levels, je vais déjà prendre un premier pack dans l'Asset Store. Donc c'est un poste de police complet, puisque, comme on l'avait un petit peu évoqué, il nous faut peut-être 3-4 environnements. Donc pour l'instant, on va laisser ça dans le bouillon. C'est-à-dire que je ne vais pas définir exactement, mais je vais faire une sélection, en tout cas, d'environnements. Donc le premier que je choisis, c'est celui-ci. Donc c'est un asset qui contient un poste de police complet, donc avec les bureaux, les toilettes, plusieurs étages, etc., qui est modulaire, mais je reviendrai sur la notion de modularité juste après.
En fait, par exemple, je ne sais pas si vous prenez, vous achetez un très grand niveau d'une scène de western avec un saloon, etc., etc. Bah, en fait, prenez bien garde si vous avez décidé de faire jouer le player à l'intérieur du saloon, bah, qu'il y ait aussi l'intérieur du saloon. Parce que souvent, vous allez voir des très grandes maps, des très grands assets à acheter ou des contenus à acheter, mais il n'y a pas forcément intérieur-extérieur. Ça, faut le prendre en compte, c'est important. Ensuite, l'asset. C'est pareil, là on revient à ce qu'on disait un petit peu sur les personnages. Un artiste 3D qui fabrique pour le jeu vidéo, c'est pas simplement quelqu'un qui fabrique un décor, c'est pas forcément seulement quelqu'un qui fabrique des props, des objets, etc. Non, en fait, il fabrique aussi cela de manière à ce que ça puisse être utilisé par les level designers, donc les gens qui vont fabriquer les niveaux à ce niveau-là, par le game designer qui va imaginer les choses, etc. Donc il doit apporter tout un tas de contraintes supplémentaires. C'est pour ça que je dis que la 3D est souvent sous-cotée en termes de complexité par les solo-créateurs. C'est-à-dire qu'en fait, le but, c'est pas seulement de dire, tiens, je vais fabriquer par exemple, une usine. Ok? Non, parce que le vrai artiste 3D dans le jeu vidéo, il va pas fabriquer une usine. Il va fabriquer une usine, découper cette usine en petits morceaux réutilisables qui vous permettront de refabriquer n'importe quel type d'usine. Alors pour illustrer ça, on va prendre plusieurs petits exemples. Donc toujours sur l'Asset Store. Donc là, vous avez un petit pack qui s'appelle Modular Underground. Donc là, je vous laisse regarder ce que ça donne, ce pack. Donc c'est très simple, hein, c'est très épuré, il n'y a pas grand chose. Mais regardons juste ça et je vais vous montrer après pourquoi. Donc là, on voit qu'il y a un environnement qui a été créé, etc. Maintenant, si je reviens sur le store, ici, et que je vais jusqu'à la dernière petite image ici, et que je vais la faire ici, et ben en fait là vous voyez ce que j'évoque juste après dans ma vidéo sur la modularité. C'est-à-dire que là, tout ce que vous venez de voir avant a été construit uniquement avec ces quelques pièces. Ça, c'est un exemple de modularité. C'est-à-dire que si vous prenez toutes ces petites pièces, vous allez pouvoir les coller les unes à une. C'est ce qu'on appelle snapper dans le terme de la création de jeux vidéo. Et en fait, bah, vous voyez que juste ces petites pièces nous a permis de faire ce qu'on a vu juste avant. Vous voyez ce que je veux dire? Prenons par exemple un couloir. Vous avez un couloir dans un hôpital désaffecté, comme ça. Ce couloir, bah, en fait, s'il est fait d'un bloc, bah, vous allez pouvoir simplement prendre ce couloir et utiliser ce couloir. Par contre, si ce couloir il est découpé entre des blocs qui seront le sol, des blocs qui seront les murs, des blocs qui seront les plafonds, des blocs qui seront les petites lampes, bah vous, avec tout ce package d'éléments, vous allez pouvoir tout simplement recréer n'importe quel type de couloir. Vous allez pouvoir en créer 10, 15, 20, les faire aller dans le sens que vous voulez, etc. etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle la modularité. Donc, lorsque vous achetez des assets ou que vous faites fabriquer des assets, le plus important, c'est la modularité. Parce que ça vous apportera plusieurs atouts. Le premier, c'est que la modularité vous permettra de prendre quelque chose de déjà existant et de refabriquer avec ce que vous voulez. La deuxième chose, c'est que la modularité fera que un asset que vous aurez acheté avec cette modularité et un asset que vous aurez fait fabriquer avec cette modularité vous sera réutilisable tout le temps. C'est-à-dire que demain, si vous avez un autre projet et que dans ce projet vous avez besoin d'un couloir, et ben en fait vous l'avez déjà. Et ce ne sera pas le même couloir que celui que vous aviez dans votre premier jeu, puisque vous allez pouvoir construire un petit peu comme des Lego ce que vous voulez avec ce package d'assets modulaires. Donc le plus important lorsque vous achetez un asset, c'est la modularité de cet asset. Bien sûr, il y a toujours la notion d'optimisation. Vous avez certainement vu des très grands environnements, des très grands rendus, magnifiques, extraordinaires, etc. Mais n'oubliez pas une chose, la 3D et les artistes 3D sont aussi dans le secteur du cinéma, dans le secteur de la publicité, dans le secteur de l'architecture, etc. Donc en fait, ne vous trompez pas, la 3D c'est un ensemble global, et là on parle vraiment de 3D de jeux vidéo, gameplay ready, comme j'aime bien le dire, mais en fait lorsque vous aurez un jour touché de vos mains un asset qui est complètement modulaire, donc, et que vous verrez que wow, c'est génial, parce qu'en fait cet asset, je peux construire, j'achète un asset de maison, mais en fait avec cet asset de maison, je peux construire 50 maisons, toutes différentes en termes de déplacement, en termes de construction, les unes que les autres. Donc ça, c'est le plus important, la modularité de vos assets. Alors pour ce qui est du deuxième achat de niveau, j'ai choisi d'acheter une prison.
Donc le premier asset sur le poste de police était lui à 63 euros. Ici, on est aux alentours des 60 euros également. Donc on fera le calcul complet du budget plus tard. Mais là, on a un environnement, encore une fois, complet, modulaire. C'est-à-dire que chaque mur que vous voyez là, chaque sol, chaque élément est un élément que je vais pouvoir réutiliser, réexploiter et reconstruire avec différents niveaux. Donc voici le deuxième niveau que j'ajoute, je dirais, dans les niveaux du jeu que l'on fabrique. Donc on a un poste de police et maintenant on a une prison complète avec tous les éléments qu'on peut trouver dans une prison. Pour ce qui est des objets, donc les props, bah, c'est exactement le même principe, sauf que les objets, bah, forcément ça va être des objets d'un bloc. Donc là on va pas parler de modularité. Par contre, les props, ce qui est intéressant, c'est lorsque vous avez des props qui doivent être fonctionnels, okay, au même titre que les personnages et les caractères, un props doit être construit de manière à pouvoir être articulé. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple vous avez besoin d'un réfrigérateur dans votre jeu et que vous avez prévu, vous vous dites tiens, ça serait cool que le personnage puisse ouvrir le réfrigérateur. Il faut tout le temps s'assurer que votre props et que le package de props, parce qu'il y a beaucoup de packages de props que vous allez pouvoir trouver aussi sur les stores, etc., partout, où vous pouvez faire fabriquer, hein, encore une fois. Assurez-vous que tout est prévu déjà pour l'interaction avec ce props. Alors bien sûr, si c'est une bouteille d'eau et que vous n'avez pas prévu de l'ouvrir, etc., c'est pas très grave. Si c'est un livre posé sur une table, c'est pas très grave. Mais par exemple, notre réfrigérateur, on a quand même envie que la porte soit articulée et puisse s'ouvrir. Donc ça veut dire que le props du réfrigérateur sera en deux parties. Il y aura une partie qui sera le corps du réfrigérateur avec l'intérieur et l'autre partie qui sera la porte. Et que le pivot, donc le pivot en fait c'est dans n'importe quel type de moteur, n'importe quel type d'outil, vous allez avoir le pivot d'un objet. Donc un objet 3D possède toujours un pivot. Donc pivot, c'est l'endroit de la pièce 3D qui va être utilisé pour pouvoir l'articuler. Okay, donc si en code, si en script, si avec, je sais pas, une animation ou autre, en fait vous devez articuler cette pièce, on va s'appuyer sur le point de pivot. Donc sur une porte, le point de pivot, il va pas être au centre, parce que si c'est au centre de la porte, vous allez faire pivoter la porte comme ça. Donc il faut que le point de pivot soit vraiment sur le côté pour que vous puissiez ouvrir la porte comme ça. Donc ça c'est le petit tip, il faut bien s'assurer que vos props soient interactifs si vous avez besoin qu'ils le soient. Et je conclurai sur les assets 3D par une chose très importante aussi, c'est il y a un piège avec l'achat d'assets, etc. C'est que si c'est tout le temps le même artiste qui fabrique des niveaux, des personnages, des objets, et en fait il va tout le temps utiliser les mêmes techniques, il va tout le temps utiliser la même coloration, la même luminosité, etc. Et en achetant et en fusionnant des packs un peu différents, vous pouvez avoir un problème d'homogénéité. C'est-à-dire qu'en fait, imaginons, vous avez quelqu'un qui a fabriqué un pack, je sais pas, d'une maison, l'intérieur d'une maison. Si cet intérieur d'une maison, il a été fait avec des couleurs très très vives. Donc l'artiste a choisi de mettre des couleurs très vives. Bien sûr, dans un moteur ou autre, avec la lumière, avec les éléments de décor, vous allez pouvoir atténuer, jouer avec les post-process aussi. Hein. Vous allez pouvoir jouer, atténuer, c'est comme des filtres, les post-process. Mais si dedans vous achetez un pack d'assets props et que cette personne, elle, a choisi des teintes et une coloration de ces objets différentes. En fait, dès que vous allez poser cet objet à l'intérieur de votre maison, vous allez tout de suite visuellement voir que y a un décalage. Voilà. Il peut y avoir aussi un décalage de style. C'est-à-dire que parfois, vous avez des artistes 3D qui vont donner un petit côté toon, même si on ne le voit pas instantanément. Quand on a l'asset devant les yeux, on se dit, tiens, la texture, il y a un petit côté toon. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte. Donc il y a plein de petits tips et d'astuces pour arriver à sortir de cette problématique-là, avec ou des process, du tone mapping, etc. C'est les mêmes techniques qu'en photo, mais dans les moteurs de jeu, vous avez la possibilité d'appliquer ces filtres, mais ça ne résout pas tout. Donc c'est là où on va avoir besoin d'être un peu bidouilleur, un peu bricoleur, parce que c'est là que par exemple, ou parfois, on va devoir aller dans les textures d'assets. Donc pour rappel, la texture, c'est l'image qui est plaquée sur la 3D et qui lui donne la coloration, tous les effets, etc. Je simplifie encore une fois à ce niveau-là, mais vous allez devoir aller retoucher ça et peut-être baisser la coloration. Donc c'est là où il faut aussi maîtriser un petit peu les tools classiques comme Photoshop, comme des retouches, etc. Parce que parfois vous allez avoir besoin d'aller bidouiller un petit peu. Donc cette notion-là, l'homogénéité, elle est importante. On peut l'avoir, avoir une première aperçu lorsque vous regardez sur les stores, etc. Mais il faut la prendre en compte, c'est un point très important. Dernier asset
que je vous dévoile pour le projet, c'est donc un diner américain complet, parce que j'adore ça et que je trouve ça hyper cool. Donc si on peut l'injecter quelque part dans l'histoire, on le fera. Donc cet asset, il est à 43 € également. Donc si on fait un petit récap pour l'instant, on a dépensé à peu près, on a prévu 300 $ pour les caractères. Pour l'instant, on doit être à peu près aux alentours des 200 $ pour les 3 environnements que j'ai évoqués. Et j'ai quelques surprises, mais je les garde pour les prochaines vidéos, où je vous dévoilerai tout ce que j'ai prévu, acheter, et tout ce que j'ai prévu. Mais remarquez bien comment on suit le plan, c'est-à-dire qu'on fait ça comme une game jam. On récupère d'abord tout ce qui nous intéresse et tout ce qu'on va faire, avant même de décider de ce qu'on va en faire. Mais déjà là, vous avez vu, on a une belle prison, on a un beau commissariat de police, on a ce diner. Donc déjà, le bouillon commence à se mettre en place et on a plein de choses sur lesquelles on va pouvoir réfléchir et trouver des potentielles idées pour faire avancer la machine. Alors vous l'avez constaté, maintenant à chaque fois que j'ajoute une chose au projet, on fait monter le budget. Donc là on va parler budget. Donc oui, moi pour ce projet, j'ai décidé d'acheter des assets 3D. Donc vous avez vu que le budget grimpe, mais je mets une petite parenthèse. Si vous vous inscrivez sur tous les stores, que ce soit Fab, Marketplace Unreal, Asset Store Unity, Turbo Squid, etc., vous avez déjà une quantité d'assets gratuites énorme. Et en plus de ça, si vous vous inscrivez aux newsletters, etc., vous faites vraiment le jeu, hein, vous allez recevoir des emails, ok, mais très régulièrement, le Marketplace Unreal, Fab, Unity, etc., font des offres, c'est-à-dire qu'ils vont balancer toute une série d'assets, je dirais, qui sont gratuits. Et si on revient sur ce que j'évoquais tout au début, donc le côté un peu game jam, si vous êtes vraiment dans la galère, que vous n'avez pas un centime, pas un euro à injecter dans ce projet, que vous voulez quand même construire un jeu, en fait, soyez à l'affût de toutes ces mécaniques-là d'offres, d'achats, d'assets gratuites, etc. Parfois, il y a aussi des assets gratuits qui sont parfaites, qui sont magnifiques, mais c'est pas toujours le cas. Mais suivez, inscrivez-vous, et le jour où c'est que vous allez collecter assez d'assets gratuites pour vous dire tiens, j'ai déjà une base, qu'est-ce que je peux faire ça avec ça, en fait, vous allez pouvoir faire votre espèce de game jam, comme on imaginait. Et pour moi, c'est le meilleur moyen, quand on n'a aucun argent, c'est que ça justifie encore plus le côté game jam de la création solo de jeux vidéo. Alors pour le budget global, pour l'instant, on n'a qu'une estimation, mais je pense qu'on sera aux alentours des 800 à 1000 € maximum pour l'intégralité du jeu. On verra dans les autres épisodes. Là, je vous montre un asset très intéressant, par exemple pour 23 $, c'est le prix de cet asset-là. Vous avez un caractère horreur, par exemple, et une cruelle doll, comme appelle son créateur. Et ça, pour 23 $, c'est un exemple parfait de ce qui peut vraiment aussi apporter plein de choses quand on n'a pas la possibilité de faire fabriquer, je dirais, des créatures, des monstres. Et je vous avoue que cette Cruel Doll m'attire beaucoup en termes de sensations, de ce qu'elle provoque. En plus, pour 23 $, vous avez un personnage qui est livré intégralement game ready, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et à côté de ça, il y a toutes les animations, tout ce que vous voyez là. Donc on reparlera bien sûr de la partie animation quand on en sera là. Mais ça, c'est typiquement un type d'asset très intéressant. Alors oui, on peut dire, ouais, mais dans ce cas-là, il y a plein de gens qui peuvent l'utiliser. Oui, mais n'oublions pas, au cinéma, les acteurs sont les mêmes et les rôles sont différents. Parce que si demain, je donnais à n'importe qui un budget illimité, il va partir un peu dans tous les sens. Par contre, si la personne, elle traque, elle check, et qu'au bout de, je sais pas, 1 mois, 2 mois, elle se dit, voilà, j'ai ça de gratuit, j'ai un hôpital de gratuit, j'ai 2 voitures gratuites, j'ai 2 personnages gratuits, qu'est-ce que je peux faire comme jeu avec ce que j'ai entre les mains? Et là, vous allez pouvoir fabriquer un jeu indie avec 0 budget en termes d'assets. Alors bien sûr, souvent on me pose la question, ouais mais attends, le temps que je vais passer, bien sûr. Le temps de travail, c'est du budget. Donc il y a deux types de budget quand on crée un jeu seul. C'est le budget d'achat, parce que on l'a vu, il y a aussi les outils. J'ai parlé de quelques outils, mais si vous décidez de partir sur ces outils, ça va vous coûter aussi de l'argent, etc., etc., etc. Donc c'est le seul moyen pour arriver à dire je vais faire ça gratuitement. Point négatif aussi, c'est que beaucoup vont être tentés par les assets pirates.
Donc il suffit de faire un petit tour sur Google et puis vous allez vous apercevoir que très vite, il y a des sites, voilà, vous allez pouvoir trouver en fait des assets ou des gros packs d'assets qui sont d'habitude payants, gratuits, tout simplement parce qu'ils sont piratés et ils sont partagés avec des liens, des téléchargements, etc., etc. Donc ce que je conseille à tout le monde, on a tous déjà un jour utilisé un asset pirate. Parfois, on utilise un asset pirate pour dire tiens, je ne sais pas si je vais l'acheter, le truc il coûte 100 euros, je l'ai en pirate, je vais le tester. Mais moi, ce que je vous donne comme conseil, c'est que si vous partez pour commercialiser votre jeu, ne jouez pas avec ça. Que ce soit aussi bien au niveau des licences des logiciels que des licences des assets. Okay, si vous décidez de produire, de release et donc potentiellement de gagner de l'argent avec, achetez. Okay, c'est très important à comprendre. Pourquoi? Parce que bien sûr, si vous lancez votre jeu et que votre jeu ne marche pas, c'est un flop, tout le monde s'en fichera. Et voilà, personne n'ira vous casser les pieds. Par contre, si demain vous lancez votre jeu, que votre jeu fait, je sais pas, 50 000, 100 000, 200 000, 300 000 unités, que vous récupérez pas mal d'argent avec ça, et que d'un seul coup, il y a la petite clochette du logiciel que vous avez utilisé qui se met à sonner, et que d'un seul coup, il y a la petite clochette de la personne à qui vous avez piraté l'asset qui se met à sonner, vous pourrez avoir des gros problèmes. Et en fait, tant que vous n'avez pas d'argent et que vous n'êtes pas dans la réussite, ça sera des petits problèmes. Mais si demain votre jeu cartonne et que vous avez utilisé des assets pirates ou des logiciels pirates, croyez-moi, vous risquez beaucoup. Tout petit intermède avant la suite sur des infos de chaîne. La chaîne progresse très bien, la communauté est de plus en plus grande. Le Discord est ouvert, donc dans la description vous pouvez rejoindre le Discord. Donc sur le Discord vous allez retrouver toute la communauté qui arrive petit à petit en masse, je dirais sur le serveur. Le but du Discord il est très simple, hein, c'est vraiment de regrouper une communauté ou de créateurs solo, ou de futurs créateurs solo, ou de passionnés par les créateurs solo ou la création solo. Quand je dis créateur solo, bien sûr, si vous êtes dans une équipe de 1, 2 ou 3 personnes, pour moi, vous êtes quand même un créateur solo. C'est à partir de plus de 3, je dirais qu'on n'est plus dans cette catégorie si on devait catégoriser. Donc n'hésitez pas à rejoindre la communauté. Sur la chaîne, il n'y a rien à vendre, d'ailleurs, jamais rien à vendre. On m'a pas mal demandé de formation, etc. J'ai fait un petit essai, mais c'est pas ce que je veux pour la chaîne. Donc je veux vraiment qu'on crée ensemble une communauté, un média alternatif sur les petits créateurs, les micro-créateurs. J'ouvre un peu plus l'éventail, donc je vais bientôt accueillir aussi des solo-créateurs ou des micro-créateurs de BD, de webtoon, d'anime, tout ce qui peut être du divertissement numérique sous une forme ou une autre, même des créateurs de consoles, de jeux seuls en électronique, etc. Donc si vous êtes dans ce cas, si vous connaissez des gens dans ce cas, partagez la chaîne, faites-les venir sur la chaîne, ils pourront avoir des informations et je pourrai aussi les interroger et faire du talk. Voilà. Petit à petit, quand la chaîne arrivera à un certain nombre d'abonnés, je crois que c'est 500 et ensuite 1000, ça va déclencher la monétisation de la chaîne, donc ça sera très bien parce que moi j'utiliserai toute la monétisation pour être concentré à fond sur la chaîne et apporter encore plus de contenu, plus d'informations, plus de talk, etc. Je déclencherai un petit système de subscription très peu cher qui permettra juste de supporter la chaîne. Si vous aimez la chaîne, les solo créateurs, l'initiative, voilà. N'hésitez pas à supporter la chaîne, j'en aurai bien besoin. Et ça permettra aussi d'apporter peut-être des informations, des ateliers plus techniques, mais j'ai carrément enlevé l'idée de vous vendre des PDF ou des formations, parce que tout le monde fait ça. Le but, il n'est pas là. Le but, il est vraiment de créer quelque chose de communautaire. Donc si vraiment un jour, il y a des trucs sur la chaîne, ce sera vraiment un petit abonnement supplémentaire en tant que subscriber pour supporter, sponsoriser la chaîne, mais aussi accéder à des ateliers un petit peu plus techniques peut-être, ou juste supporter. Voilà. En attendant, même si vous n'avez pas l'intention de faire l'un ou l'autre, abonnez-vous, partagez la chaîne, mettez en commentaire. Le but c'est qu'elle grossisse, qu'on arrive à franchir 500, puis 1000, puis plus. Je vous remercie. On continue. On passe maintenant à la partie du narratif. Alors, il y a plein d'autres sujets qu'on verra dans les autres vidéos, rassurez-vous, mais je sais que les vidéos sont longues, mais on ne peut pas résumer en 5 minutes ou faire des punchlines avec du montage dynamique, des sujets qui sont aussi importants et sur lesquels il faut bien insister. Donc on va parler aujourd'hui du narratif. Pourquoi? Parce que même si votre jeu il est ultra arcade, même si votre jeu il est ultra dynamique, vous pouvez prendre n'importe quel platformer, etc. Le narratif est une notion qui est devenue ultra importante dans les jeux vidéo. Alors, pour illustrer tout ce que je vais dire juste après, ici c'est une vidéo de la chaîne Horror Obsession, c'est en anglais, et
La vidéo est une vidéo en fait qui explique toute la structure narrative d'un teen horror movie. Donc c'est une vidéo qui fait des analyses, qui reprend tout un tas de procédés utilisés par Hollywood, par les studios américains de cinéma, etc., etc., etc. Donc on va pas regarder la vidéo, mais en fait cette vidéo montre que en fait il y a toute une série de techniques en fait qui sont à exploiter, à utiliser, et notamment ce qui va nous intéresser, c'est tous ces schémas où en fait on nous explique comment ça fonctionne. Et si on va un petit peu plus loin, on va voir que, par exemple, en introduction d'un film d'horreur ou potentiellement d'un jeu d'horreur, on regarde qu'on doit montrer à l'audience le méchant, on doit montrer l'arme, et on doit un peu setuper le film. Et si vous regardez bien, ce type de structure et ce type de technique qui est expliqué ici, en fait, vous pouvez regarder tous les films d'horreur, ou au moins 8 sur 10 que vous avez pu voir dans votre vie, des teen horror movies, même des jeux d'horreur, etc. En fait, ce schéma est quasi constamment mis en place. Donc lui, il nous indique par exemple que là, dans un premier temps, on doit d'abord montrer le vilain, donc le premier meurtre, montrer, je dirais, l'assassinat. Ensuite, on va avoir plusieurs phases. On va avoir introduire les caractères. Donc il y a le fameux concept de la final girl, donc qui peut être un homme aussi, mais qui est la personne qui s'en sort en fait à la fin. Il y a les victimes. Il nous conseille de ne pas trop nous attacher à l'histoire des victimes, à l'arc narratif, je dirais, des victimes, et en fait d'utiliser les victimes pour mettre en exergue en fait les traits de caractère du héros. Donc voilà, ça c'est pour juste illustrer ce que je vais juste dire après dans la vidéo, c'est qu'en fait, partout, quel que soit le métier dans le jeu vidéo, on va pouvoir trouver des trucs, des techniques structurées. Et cette chaîne, Horror Obsession, en fait, c'est un exemple parmi tant d'autres, parce que selon la thématique que vous pouvez choisir, etc., et en fait, il va y avoir quelque chose d'important. Reprenons par exemple un autre concept ici, tuer les victimes. Donc dans les scripts des films d'horreur, en fait, il y a des règles. Donc parmi ces règles, il y a celle-ci. Et c'est ultra intéressant parce qu'encore une fois, ici, le but, c'est pas de dire « Ah ouais, c'est génial, je vais expliquer ». Non, c'est de comprendre qu'au même titre qu'en programmation, en code, il y a des architectures, il y a des techniques, qu'au même titre que dans tous les domaines, il y a des structures et des techniques. Et qu'en fait, aller à la recherche de ces structures et de ces techniques nous permettent de compléter et de compenser en fait des manques que l'on peut avoir. Et si vous regardez bien, même des jeux, on va prendre un exemple, si je prends Sonic, qui est un jeu pur d'arcade, plateforme, etc., qui est vraiment l'archétype du jeu qu'on pouvait voir et utiliser sur les bornes d'arcade. En fait, regardez bien, Sonic a un narratif extrêmement puissant et tous les fans de Sonic connaissent très bien tout le narratif avec Knuckles, etc., etc., etc. Et en fait, si vous apercevez bien, le narratif, il prend une place de plus en plus importante dans le jeu vidéo. Il en a toujours eu, il y a des jeux qui sont que narratifs, mais même les jeux qui sont absolument pas sur le papier narratif, le sont quand même en fait. Donc le narratif, c'est un métier. Au même titre que j'évoquais tout à l'heure la 3D, en fait la narration, tout ça, il y a des acteurs très lourds dans le jeu vidéo, il y a des game directors, il y a des game designers, il y a des directeurs créatifs, il y a des narrative designers, il y a des narrative writers. Donc, vous voyez, je viens déjà d'évoquer 5, 6, 7, 8 métiers qui sont de près ou de loin connectés en fait à ce narratif. Et en fait, dans notre exercice de comment on complète, comment on va là où on n'a pas la compétence, on va voir aujourd'hui qu'il y a des petites astuces en fait pour essayer de compléter ça. Donc, je vais prendre mon exemple à moi. Moi, mes skills et mes compétences quand je crée un jeu vidéo seul, c'est que je suis un développeur, ok, c'est une première compétence importante. La deuxième, c'est que je suis un technicien, parce que j'ai été directeur technique, etc., etc. Donc du coup, moi, mes vraies compétences, c'est technique et développeur. Donc là, je vais vraiment pouvoir dire, ça, c'est ma compétence première, c'est ma force, en fait, pour créer un jeu vidéo seul. Mais tous les autres métiers, en fait, même si je peux les approcher, même si je peux avoir un avis, parce que je dis souvent, on n'est pas tous des directeurs artistiques, mais on a tous un avis, on a tous vu des séries, des films, joué à des jeux, donc on a tous une sensibilité, mais ne nous trompons pas, avoir une sensibilité, ça ne veut pas dire être l'acteur et le métier en tout cas qui va avec. Parce qu'à chaque fois qu'on creuse dans les métiers du jeu vidéo, on s'aperçoit qu'il y a une couche superficielle, que cette couche, c'est ce qu'on pense, nous, à l'extérieur du métier, et ce que les gens qui n'ont jamais été à l'intérieur d'une vraie équipe
pense. Mais en fait, si on creuse un peu, on s'aperçoit qu'il y a des centaines de choses derrière, et qu'en fait, ça s'arrête pas juste un directeur artistique, c'est la personne qui crée l'art du jeu. Non, après, il y a 250 tâches qu'il doit exécuter, très techniques, des tâches de management, des tâches de lead, des tâches d'organisation, etc. Pareil pour le narratif. Parce qu'un narrative writer, il va pas juste écrire, en fait. Il va écrire, mais il va aussi structurer, combiner avec les équipes, synchroniser, faire des tests, etc. etc. Donc, l'astuce, c'est la même pour toutes les autres choses. Moi, j'ai toujours dit, et je dis toujours, et c'est ce que je conseille de faire, c'est de se dire, face à nous, on va avoir des choses à apprendre, mais il faut tout de suite s'enlever de la tête qu'on va pas devoir tout apprendre, parce que ce serait impossible d'être tous les métiers à la fois. On va juste devoir piocher à l'intérieur ce qui nous est nécessaire. Donc le narratif, comme toutes les autres disciplines du jeu vidéo, en fait, c'est une chose intéressante, c'est que c'est une discipline où il y a aussi de la technique. Et en fait, vous apercevrez que toutes les disciplines du jeu vidéo, en vérité, derrière, il y a de la technique. Donc il y a des techniques qui sont souvent enseignées dans les écoles ou dans les métiers, etc. Et en fait, nous, ce qui nous a intéressé en tant que solo créateur de jeux vidéo, c'est de se dire, ok, je suis pas narrative designer, je suis pas ceci, je suis pas cela, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des techniques? Eh bien si, il y en a. Donc du coup, on va jouer notre rôle de créateur, de petit malin, d'entrepreneur de la tech, on va dire à ce niveau-là, et on va se dire, moi j'ai pas le métier, j'ai pas la compétence, mais on va aller chercher les techniques. Donc comment aller chercher les techniques? En fait, c'est très simple. On va prendre notre exemple. On part sur nous un jeu d'horreur, première personne, quand même narratif, etc. Donc on va aller tout simplement enquêter. Donc on va aller sur YouTube, on va aller sur Internet, etc. Et on va essayer de trouver des techniques, des approches, des méthodologies pour comment construit-on le narratif d'un jeu d'horreur. Donc nous, par exemple, on est sur plutôt un teen horror movie, un slasher. Donc on va aller chercher ça, on va regarder ce qui est disponible et on va voir si en effet on peut trouver une technique et puis piocher dans cette technique et puis suivre cette technique et se dire c'est pas mon métier, mais s'il y a des techniques, je peux les apprendre. Et ça, au passage, chez les programmeurs, chez les développeurs, chez tous les gens qui sont un peu seniors dans le métier, il y a une phrase qui revient tout le temps, c'est quel est le meilleur développeur dans une équipe ou dans un process, etc. Et très souvent, ce qui ressort quand on est senior, quand on a l'XP, quand on sait, c'est en fait le meilleur développeur, c'est celui qui apprend constamment et qui apprend vite et qui apprend bien. Et en fait, le créateur seul de jeux vidéo, que vous soyez programmeur ou pas, parce que tout ce que je dis là, bien évidemment, c'est axé parce que moi je suis dev et technicien, mais si vous étiez que 3D artiste et tout, prenez tout, c'est pareil en fait, c'est exactement la même chose. Et vous avez vu dans les interviews talk de la chaîne qu'il y a des gens qui étaient boulangers, qui étaient agriculteurs, qui s'y sont mis. Donc c'est exactement la même chose. Mais si vous êtes capable d'apprendre vite, de prendre juste ce qui vous intéresse d'apprendre, en fait, vous avez la possibilité d'avoir accès à une quantité incommensurable de techniques. On n'est pas là pour réécrire la roue. Si, dans notre cas précis, il existe des méthodologies et des mécanismes qui ont été éprouvés par des grands studios, par Hollywood, par le cinéma, par les séries, etc., pour construire le narratif d'un jeu d'horreur, on va le prendre, on va l'apprendre et on va l'utiliser. On va passer maintenant à une partie très importante, c'est le mental. Pourquoi? Parce que le chemin sur lequel vous rentrez quand vous vous lancez dans la création d'un jeu vidéo seul, il est très compliqué. Quand on est seul, forcément, c'est écrit dans le titre, on est seul. Donc forcément, on est face à une charge de travail énorme, on est face à 200 questions en suspens, à beaucoup de choses à apprendre, à beaucoup de métiers à combler, etc. Donc forcément, il y a des mécanismes du mental qui se mettent en place. Et aujourd'hui, je voulais apporter 3 petits points très importants qu'il faut prendre en compte et qui vous permettront de surmonter en fait les obstacles, d'avancer, de rester focus et connecté sur votre projet. La première chose qu'on va regarder, c'est cette courbe. Donc, ça s'appelle l'effet Dunning-Kruger. Donc en fait, cette courbe, c'est vraiment une courbe qu'il faut garder à l'esprit constamment. C'est vraiment la représentation parfaite de tout ce qui compose la création d'un jeu vidéo seul. Donc regardons cette courbe. Qu'est-ce qu'elle montre? En bas, nous avons les compétences. Donc les compétences vont de débutant à expert. Sur l'axe Y, nous avons la confiance en soi, ou le mental, le ressenti que vous pouvez avoir. Donc ce qu'on peut voir, c'est que, en gros, ce que cette courbe nous apprend, c'est quand on est débutant face à quelque chose, ok,
on a une confiance en soi qui accélère. Donc en fait, en gros, un débutant a une très forte confiance en lui au début et au moment où il rentre sur un nouveau projet, une nouvelle technique, des choses compliquées, etc. Il monte très 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 fort. Arrivé en haut, il se prend une grosse claque puisqu'on voit que la courbe redescend très fort et on appelle ça la chute de la réalité à ce niveau-là. Et ce passage, c'est le plus compliqué, c'est le plus difficile lorsqu'on est solo créateur de jeux vidéo, puisqu'en fait c'est là que vous allez penser que tout est pourri, que vous êtes naze, que vous n'avez rien compris, que c'est trop compliqué pour vous, etc., etc., etc. Donc cette montagne, elle existe vraiment. Et en fait, ce qui est intéressant avec cette courbe, c'est que elle représente tout. C'est-à-dire qu'elle peut représenter votre projet dans son intégralité. Elle peut représenter une journée de travail. Elle peut représenter une semaine de travail. Elle peut représenter le fait que vous rentrez sur un nouveau software. Elle peut représenter le fait que vous découvrez une nouvelle technologie. Elle peut représenter le fait que vous apprenez le code, la programmation. Elle peut s'appliquer à tout. Mais ce qui est important avec cette courbe, c'est de l'accepter. Il faut tout simplement l'accepter. Ensuite, après la chute de la réalité, on a ce qu'on appelle dans cette courbe la vallée de l'humilité, hein, qui est manifestée. Et ensuite, là, on remonte en confiance jusqu'au plateau de la consolidation. Et là, en fait, on est passé vraiment tout à droite, donc du côté expert. Donc cette courbe, moi, je vous demande, et j'invite tous les solo créateurs, à vraiment que ça devienne votre mantra. Moi, je ne vais pas vous donner un mantra, ou je ne vais pas vous donner une phrase magique, ou une croyance en je ne sais quoi, pour vous dire ça va marcher ou quoi que ce soit, vous allez y arriver. Non. Il faut juste se rappeler tout le temps de cette courbe, que en fait, vous êtes dans un processus psychologique normal. Plus vous êtes débutant face à quelque chose de nouveau et de compliqué, plus vous allez avoir énormément confiance et gravir cette montagne, plus arrivé en haut de cette montagne, vous allez vous rendre compte en fait que c'est énorme, et que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'il vous paraissait. Vous allez tomber dans la vallée de l'humilité, et c'est celle-ci qui est la plus difficile, mais en même temps c'est là que vous devez rebondir. C'est la fameuse phrase qui dit quand tu es au fond de la piscine, tu mets un coup de pied et tu remontes à la surface. Elle existe véritablement. Et ensuite, vous allez construire, je dirais, ce plateau-là. Donc voilà, je vous invite à conserver cette courbe à l'esprit. C'est l'effet Dunning-Kruger. Vous pouvez retrouver plein d'infos, plein de choses partout à ce niveau-là. Et apprenez-la. Il faut vraiment que ça devienne quelque chose que vous acceptiez. Il suffit de l'accepter pour que ça fonctionne, je dirais, parfaitement. Et ça, c'est vraiment l'état d'esprit puissant qu'un solo créateur de jeux vidéo doit avoir. Moi, j'adore une phrase j'adore également un proverbe bouddhiste tibétain qui dit si un problème n'a pas de solution, c'est pas un problème, en fait, c'est un fait. Et en fait, cette courbe, elle est là pour nous rappeler ça aussi. C'est qu'en fait, ce processus, il est pour tout le monde. Donc, ce n'est pas anormal que vous le viviez. C'est normal. En fait, ce processus, c'est un fait. Il est là pour tout le monde. Donc forcément, c'est quelque chose que vous allez prendre en pleine figure et il faut tout simplement l'accepter. C'est le processus normal. Deuxième astuce, les autres. Donc il y a un proverbe qui dit « Nul n'est prophète en son pays ». Donc ça, c'est une chose sur laquelle je veux vraiment insister et que je conseille à tous les solo créateurs débutants, c'est garder votre projet pour vous et ne comptez absolument pas sur les gens qui vous entourent pour véritablement être des bons acteurs de la construction de votre jeu avec vous. Alors je sais, vous allez me dire, mais non, parce que moi j'ai un ami ou une amie, ou ma femme, ou mon mari, etc. etc. Oui, ils sont là, ils vont vous dire que tout est super, tout est génial. Mais les autres, et notamment les gens autour de vous, ce n'est pas eux, en fait, la cible. Parce que eux, quoi que vous fassiez, ils vous diront que c'est bien, ils vont tout le temps faire attention à ce qu'ils vont vous dire, etc. Ils vont jamais essayer de briser vos rêves, ou au contraire, ils vont les détruire. D'accord ? La seule personne et les seuls autres que vous devez utiliser dans votre projet, ce sont les joueurs. Donc, le conseil que je donne, c'est surtout rester face à vous-même dans vos convictions, dans ce que vous fabriquez, dans ce que vous mettez en place, et éviter de faire rentrer des gens trop proches de vous dans votre projet pour en avoir une analyse sérieuse, une analyse qui vous permettrait de faire des changements, etc.
Parce que ce n'est pas votre entourage qui va jouer au jeu, c'est des joueurs du monde entier. Et en fait, votre famille et les gens qui sont autour de vous ne représentent pas un japonais, un espagnol, un américain, un français, un italien, un allemand, etc. Non. Seuls les joueurs comptent. Je sais que c'est un peu brutal, mais croyez-moi, vous perdrez plus de plumes à partager cette expérience. Ça peut être des fois trop positif, des fois trop négatif. Des fois, on va vous dire, mais t'es fou, pourquoi tu te lances là-dedans? Restez connectés et gardez ce projet pour vous. Vous pouvez en parler, etc. Faites-le, il n'y a pas de souci. Mais ne prenez pas trop d'impact et ne prenez pas trop de répercussions de ce qui va venir des gens trop proches de vous. Parlons maintenant des autres qui ne sont pas de votre famille. Vous allez rencontrer deux types de gens. Des gens qui ne sont pas dans l'industrie, des gens qui n'y connaissent rien, et ces gens-là vont être tout le temps ultra bienveillants, ultra cool avec vous. Mais vous allez aussi rencontrer des gens qui ont tout un tas d'avis sur le jeu vidéo, tout un tas d'avis sur la manière de les faire. Peut-être même vous allez croiser la route de professionnels, de gens qui travaillent dans des studios, etc. etc. Et là, c'est pareil. Je vous conseille de faire très très attention. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses qui sont ultra snobées quand on est solo créateur. Par exemple, les assets qu'on a évoqués dans la vidéo. Beaucoup de gens vont vous dire ah tu fais pas tes propres assets et tout, donc c'est pas vraiment un jeu original en fait. Ah ouais, il n'y a pas de style, voilà. Donc en fait, ce qui va paraître vraiment pas du tout professionnel pour un professionnel, bah en fait vous en tant que solo créateur, bah faut vous en fiche totalement. Pourquoi? Bah tout simplement parce que vous n'êtes pas dans la même cour en fait, vous n'êtes pas dans la même catégorie. Je reviens toujours sur le sport, c'est-à-dire que bah, vous êtes un boxeur poids plume de 40 kilos, et bah forcément, si vous avez face à vous un boxeur lourd de 130 kilos, bah, en fait, ce qu'il va évoquer avec vous, les échanges qu'il va avoir, même si on parle du même sport, on ne parle pas de la même catégorie. Donc méfiez-vous beaucoup et ne prenez pas trop à cœur tout ce qui peut venir, je dirais, de l'extérieur. Les seuls autres qui doivent vous parler, que vous devez écouter, ce sont les joueurs. Très bien, pour conclure cet épisode, faisons un petit récap de où on en est sur notre projet. Donc on fait notre FPS, d'horreur, narratif, on a choisi des personnages, donc on a un petit budget, je vais dans les prochaines vidéos avoir fait la sélection complète des personnages, on a notre fameuse petite voiture de police, on a notre policier, on a plusieurs environnements possibles, donc je vais continuer de laisser le bouillon, je dirais, agir, je dirais là-dessus. Dans le prochain épisode, on ira un petit peu plus loin sur cette construction-là, on parlera un petit peu plus des features. Donc l'une des features qui me semblait intéressante, c'était de pouvoir jouer plusieurs personnages à la fois. Mais j'ai eu une idée là dans le bouillon sur les derniers jours. Je me suis dit, mais pourquoi le fil conducteur, ça serait pas le policier qui se rend sur des scènes, et sur ces scènes, il se serait passé des événements horribles, et qu'en fait le joueur jouerait le policier en numéro 1, si je puis dire, mais que par contre on lui ferait vivre en fait toutes les parties terrifiantes et d'horreur par l'intermédiaire des victimes. Vous voyez? C'est-à-dire, on joue le policier, on a ces fameuses phases de déplacement avec le véhicule, on va sur des lieux, et avant d'aller sur les lieux, on joue la victime du lieu. Donc forcément, le joueur va être pris un peu au piège parce qu'il sera dans une notion de suspense, chère à Alfred Hitchcock. C'est-à-dire qu'en fait, le joueur saura d'avance qu'il va mourir. Voilà. Mais il ne saura pas comment. Donc voilà, des petites pistes comme ça, donc je laisse ça toujours dans le bouillon, vous voyez, ça sert à rien de se presser, vous avez vu qu'on a plein de choses à faire en attendant. Je vais récupérer tous les personnages, je vais récupérer tous les niveaux, on va essayer de voir comment s'articuler à ce niveau-là, réfléchir à d'autres points. Donc prochain épisode, restez connectés, abonnez-vous, likez, partagez pour avoir la suite de tout cet événement. On va parler des features, du game design, on va rentrer dans le moteur, on va commencer à mettre un contrôleur peut-être FPS, je dirais dans le jeu, donc je ferai un petit contrôleur FPS que j'aime bien, que je connais bien, donc ça devrait pas être trop long. Et puis on va commencer vraiment à mettre les mains dedans. On parlera aussi du sound design, et un sujet qui m'est très à cœur, et qui est pour moi, je pourrais même faire un épisode entier en fait sur ce sujet, c'est la lumière. Parce que s'il y a bien un allié lorsqu'on est un solo créateur de jeux vidéo, c'est la lumière. Pourquoi? Parce que n'importe quel environnement, n'importe quel jeu, qui soit bon, mauvais, que la 3D soit bonne ou pas bonne, peut être sublimé avec la lumière.
la lumière est le principal atout, le principal ami des solo créateurs de jeux vidéo, et on en parle dans le prochain épisode. Merci à vous, à bientôt, ciao.